de débattre avec vous sur le sujet. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je pense que la chose la principale qui a été gagnée aujourd'hui, même si on avait perdu au Conseil d'État, même si Dieudonné avait le droit, je peux terminer, la République française, le droit français et nos valeurs. Je peux juste terminer quelque chose. Juste, je termine là-dessus. Je comprends, monsieur Jakubowicz. Mais mon propos n'est pas contre vous, mais moi, ce que... Pourquoi vous me coupez? Est-ce que je peux juste terminer le raisonnement? Est-ce que je peux juste terminer le raisonnement? Voilà, vraiment, je vous fais très court. Qu'est-ce qu'on a gagné? Moi, je ne suis pas d'accord pour dire, je prends un exemple, je fais une analogie, ce n'est pas une comparaison. Hitler publie Mein Kampf, je ne sais plus si c'est 26, 27 ou 28 ou 29, dans ces eaux-là. Qu'est-ce qu'on fait à l'époque? On ne dit rien? On ne parle pas sous prétexte de lui faire de la publicité? Ou on nomme ce dont il s'agit? Et on dit, voilà ce dont est le nom, Mein Kampf et Hitler. De quoi Dieudonné est-il le nom? Eh bien, la grande victoire excusez-moi, l'argument est idiot, politique c'est ce qui a été fait. et alors là, vraiment, idéale, Non mais attendez, je veux pas vous choquer. c'est de pouvoir nommer. Et quand on dit, je vais vous dire une chose très... Non, c'est pas ça, madame. Ce n'est pas ça. C'est par rapport à tous ces jeunes. C'est par rapport à tout le public. Ça a été nommé l'antisémitisme, mais c'est grave. C'est pas l'antisémitisme. C'est très grave ce que vous êtes C'est en pas train de de dire. l'antisémitisme, vous comprenez je pas, vous madame. interromps parce que vous parlez ensemble et on n'entend rien. Je dis Et il y en a juste deux qui n'ont pas encore parlé. Je dis juste que nommer Dieudonné, pas l'antisémitisme, et de caractériser ce qu'est son ça, action. maintenant, il a un nom en Eh bien, lettres le d'or fait de sur dire la voilà ce notoriété. qu'il est, voilà ce qu'il fait, permet peut-être de lever les consciences chez beaucoup de personnes. Et je ne suis pas certain qu'il y ait davantage de zénith à l'avenir qu'aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, et puis s'il y a des gens qui veulent le suivre, qui le suivent en conscience de cause et que personne ne puisse dire je ne savais pas que c'était ambigu, je ne savais pas que c'était peut-être antisémite et je ne savais pas que c'était de la haine raciale, il y avait une ambiguïté, je pensais que c'était transgressif, que c'était antisystème. Non, c'est juste de l'antisémitisme brut et nommer les choses, c'est la première victoire de la démocratie. La démocratie et la République ont besoin d'intelligence, de nommer avec précision ce dont les choses sont. Voilà, c'est aussi simple que ça. Gérald, je vous donne la parole, mais Gérald Garotti, il se trouve qu'il a été souvent question de dire que ce ne sont plus des spectacles, ce sont des meetings, des réunions politiques et que c'est pour ça qu'il faut les interdire. Je me tourne vers vous parce que vous, justement, votre position est inverse. C'est parce que c'est un spectacle artistique, à votre avis, qu'il fallait l'interdire. Puisqu'on parle de théâtre, il s'agit bien d'un spectacle. Je pense qu'il faut se demander ce que c'est que cet objet particulier. Un spectacle, c'est un acte. C'est une œuvre qu'on pose, qui demande du temps, de la préparation, qui demande un projet. Et donc cet acte-là, il est en quelque sorte prémédité sur une longue durée. Donc lorsqu'on dit une interdiction préalable, ça n'a pas de sens. Puisque le spectacle a été préparé, répété, conçu, joué pendant 6 mois à Paris. Le spectacle qui va en tournée, on le connaît, il existe. On pourrait dire qu'il s'agit d'improvisation, mais comme disait Victor Hugo, l'improvisation, ça se prépare, ça se travaille. Même s'il y avait des moments d'improvisation dans le spectacle est écrit. Non seulement il existe avec une certaine identité, et même maintenant une certaine notoriété. C'est-à-dire que si maintenant, par exemple, je donnais tourner son spectacle, Le Mur, et enlevais la phrase « Les chambres à gaz, dommage », et simplement me disais « dommage », la résonance serait telle, parce que le pouvoir du théâtre est tel, que les 4000 personnes en face entendraient parfaitement ce qui n'a pas été dit. Donc effectivement, à partir de là, et parce qu'il y a ce rapport de présence au théâtre qui fait que ce n'est pas simplement un livre, si le texte était publié, s'il existait comme une chose, on pourrait dire « Ah voilà, je le juge, je le condamne ». Mais le spectacle, on fait comme si la chose n'existait pas avant d'être sur scène. Parce que le théâtre ne fait que passer, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il me semble qu'il y a une puissance particulière, et c'est parce que c'est un spectacle que c'est dangereux. C'est parce que ça fait 25 siècles que le théâtre est dangereux, que Dieudonné est dangereux. Parce que les gens qui y vont viennent aussi voir un spectacle. Certains viennent pour une partie de meeting politique. Certains viennent parce qu'effectivement, ils sont gagnés à ces idées-là. Des idées qui sont absolument, vous avez raison Jean-François Kahn, clairement antisémites. Quand on dit que le showbiz va finir en savonnette, pardon, quand on fait l'apologie de crimes contre l'humanité, qu'est-ce que ça signifie? Ça n'est même pas simplement de l'antisémitisme, c'est l'éloge d'un crime contre l'humanité. C'est donc ça va bien au-delà. Et je pense que la liberté d'expression ne va pas jusqu'à la liberté d'extermination. Je pense qu'à un moment, il y a une limite à la chose, qu'il y a des abus par rapport à des libertés, et qu'en l'occurrence, cet objet spectacle-là, il est dangereux. Et il est dangereux, vous avez aussi raison, dans le sens que des gens qui viennent le voir ne sont pas simplement des gens à qui à la cause, mais certains, et j'en ai vu, moi, dans des adolescents, qui disent « Mais c'est drôle, Dieudonné. » Mais bien sûr que c'est drôle. Et c'est pour ça que c'est grave, parce que c'est drôle. Et on l'interdit. Donc,
Mais Puisqu'on l'interdit, ça doit être formidable, faut y aller. oui, mais vous savez, la notoriété, les gens avaient réservé avant ces histoires d'interdiction. La notoriété de Dieudonné, elle s'est construite, vous l'avez très bien dit, M. Jakubowicz, sur 10 ans. C'est 10 ans de paliers successifs qui ont été franchis. Et ensuite, le fait d'interdire, ou plutôt de sanctionner financièrement, n'a aucun sens avec quelqu'un qui a organisé son insolvabilité. Donc, comment frapper la chose avant? Le fait que Dieudonné perde 210 000 euros à Nantes, ça a un impact pour lui. Puisque je pense, excusez-moi un dernier mot, non seulement vous avez raison, c'est un professionnel de la haine, mais je pense que c'est un marchand de la haine. Et qu'il y a un projet financier qui est à partir de la fédération de toute scène antisémite, quelle qu'elle soit diffuse, qu'elle soit actée, qu'elle soit d'extrême droite, qu'elle soit islamiste, tout ce que vous voulez, il y a cette fédération-là qui est le projet, qui a été le projet de tous les nazismes, de tous les fascismes et de toutes les formes d'antisémitisme conjuguées. Alors, Émilie Frêche. On parle de liberté d'expression, mais d'exprimer quoi? Son antisémitisme, sa haine des juifs. Il faut quand même rappeler aux gens que ce n'est pas une opinion. C'est un délit qui est sanctionné par la loi. Bah oui, mais l'antisémitisme, c'est pas. Si vous, l'antisémitisme et la haine des juifs, pour moi, c'est pas. Et alors, ce que je voudrais quand même rappeler, pardon, mais ce que je voudrais quand même rappeler, c'est qu'aujourd'hui, en France, l'antisémitisme tue. Ilan Halimi, en 2006, il est mort parce que juif. Les enfants à l'école de Toulouse, ils sont morts pour cette raison-là. Et aujourd'hui, la question de l'antisémitisme, elle n'est pas simplement sur la liberté d'expression, elle est sur la protection de nos concitoyens juifs qui, au quotidien, sont victimes d'actes antisémites. On a enregistré 58% d'augmentation par le CNCDH. Voilà. Ça veut dire qu'en 2012, il y a le double d'actes antisémites. On parle d'atteinte à l'intégrité physique de nos concitoyens. On n'est plus sur un discours de liberté d'artistes, etc. On est sur la protection physique. Est-ce qu'on peut juste préciser que ça ne s'agit pas, qu'il ne s'agit pas uniquement de condamner les actes antisémites par cette décision du Conseil d'État dans l'interdiction. Ça concerne aussi la protection de la dignité humaine lorsqu'il y a des actes anti-musulmans, lorsqu'il y a tout acte raciste d'incitation à la haine. Ce n'est pas une décision spécifique. Je tiens vraiment à le dire, qu'il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a pas là une décision qui est prise uniquement liée à l'antisémitisme, mais l'antisémitisme comme caractérisé comme de la haine raciale, comme la négation de l'autre. Et c'est ça qui est important. Et il faut qu'on comprenne aussi, que tous les Français comprennent que cette décision, c'est la même qui permettra aussi de protéger contre tous les actes de cette nature, parce qu'il y en a eu des actes anti-musulmans. Je pense à une jeune femme qui a été agressée musulmane au métro. La France, ce sont des valeurs qui permettent à tous de vivre ensemble. Je ne mélange pas. Je voudrais qu'on écoute, parce que vous avez fait souvent allusion, et je vous donnerai tout de suite la parole, Agnès Tricouart et Jean Bricmont, aux spectateurs, et à vous aussi, vous aussi évidemment, à la Jakubowicz. Je voudrais juste qu'on entende les spectateurs de Dieudonné, s'il vous plaît, tout de suite. On a le droit d'aller voir qui on veut à n'importe quel moment. Et je pense qu'il faut plutôt aller au-dessus et regarder le 3e degré de Dieudonné. C'est ça, être en démocratie en réalité, c'est de respecter les autres citoyens qui ont le droit de pouvoir apprécier Dieudonné. C'est ça qui est important. Autrement, on est en dictature. Le fait de l'empêcher de travailler, c'est aussi empêcher de parler une minorité, aussi empêcher les gens de dire certaines vérités qui dérangent. En ce moment, en France, on a d'autres soucis plutôt que de venir s'occuper d'un comique qui fait dénoncer certaines choses qui sont quand même très réelles. On peut blaguer des Noirs, on peut blaguer des Arabes, on peut blaguer des Blancs. On a le droit tous à s'en prendre plein les dents, mais on peut pas blaguer des Juifs. On en a marre. Ce sont toujours les mêmes qui veulent détenir le pouvoir, le monopole de la parole, quoi. Ce n'est pas un Conseil d'État ne peut pas se réunir en un quart d'heure. Il y a 3 personnes avec le président, le vice-président et puis un avocat dire bon c'est bon, l'affaire est bouclée. C'est pas possible. C'est un déni de démocratie. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a plus rien. Et les gens, ils sont vraiment indignés. Comment on ne peut pas écouter autant de personnes? Dieudonné, il a le droit de parler, il a le droit de dire ce qu'il pense. Et c'est lamentable. Nous, on vient juste voir un spectacle, on ne cherche pas les ennuis ni rien, et voilà. Je pense pas que les 5000 personnes soient antisémites, simplement qu'ils apprécient son humour. Je suis venu voir un comique, moi je suis venu, voilà, ni plus ni moins. Et là, de voir que c'est annulé, je trouve ça idiot. Idiot. Hector Balk. Oui. Au risque de choquer les gens qui sont là, mais vraiment c'est pas du tout mon but, parce que je trouve qu'il y a une montée en puissance de qui va dire la chose la plus extrême. Les gens qui témoignent là en faveur de Dieudonné et qui disent qu'ils sont au 4e degré ou 3e degré, certains d'entre eux sont sincères. C'est une réalité. Il faut faire avec. Et on peut toujours faire une leçon, et je suis pour, et leur expliquer que Dieudonné, bon, c'est pas ça. Mais le fait est que les propos théâtreux,
j'insiste sur le mot, de Dieudonné sont pour la plupart ambigus. Ambigus, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est dans l'ambiguïté entre le 2e degré et le 1er degré. Il y a tout pour prouver qu'on est au 2e degré. Objectivement. Objectivement, ce ne sont pas des propos nazis. Ce sont des propos beaucoup moins graves que des propos nazis, mais beaucoup plus dangereux. Là est le paradoxe, parce qu'il marche à 2 coups. C'est une machine de guerre à 2 coups. Le premier coup, c'est j'ai dit quelque chose qui était ambigu. Ça veut dire à moitié je le pense, à moitié je ne le pense pas, et vous m'aurez bien compris. Ceux qui ont compris qu'ils le pensaient réagissent comme des fous, ils disent regardez, regardez, on ne peut même pas se moquer. L'autre il dit vous voyez, on ne peut même pas se moquer des juifs, c'est dégueulasse. Deuxième coup, il arrive et il dit vous voyez. Et tout d'un coup, il y a la communauté entière qui vient défendre les juifs qui se sont révoltés contre la partie non ambiguë de la parole ambiguë de Dieudonné, et le tour est joué. Et à ce moment-là, vous n'avez pas créé seulement les 200 nazillons qui viennent voir un spectacle nazillon. Ça serait un monde de rêve comme aux États-Unis. Vous avez 2 millions de personnes qui sont potentiellement des antisémites et auxquels je voudrais parler, et auxquels je voudrais dire, et employer les mêmes mots que monsieur l'avocat qu'en face de moi, dont je partage évidemment les opinions, et leur dire, oui, mais n'oubliez pas que quand il fait sa quenelle, sur lequel il est sincère, et je finis là-dessus, parce qu'il est sincère quand il dit, mais c'est un truc anti-système, c'est pas du tout contre les juifs, sauf que comme ça vient de lui... Sauf qu'hier soir, il a fait un salut nazi. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, laissez-moi juste finir. Tout à fait, le bras, il est bien tendu. Tout à fait d'accord. Mais sauf que comme ça, vous inquiétez pas, je vais dans votre sens. Comme ça vient de lui, et que lui, il a inventé ce geste, et que d'autre part, il est célèbre pour son antisémitisme, la transitivité est immédiate, et il est normal qu'on s'en choque. Alors Agnès Tricouart, qu'on a peu entendu, tout le monde l'aura, et Jean-Marc Bricmont. J'ai été très intéressée par ce que vous dites tous les deux, notamment puisque vous parlez de spectateurs et d'œuvres. Et que je pense que, alors, moi, depuis le début de cette polémique, j'ai pas du tout voulu parler de ça, et je suis contente qu'on en arrive à en parler ce soir. Il y a eu une simplification totalement abusive de ce qui s'est dit sur le spectacle de Dieudonné de la part du politique. Je trouve ça très grave d'avoir une ministre de la Culture qui vient dire c'est pas du spectacle, on n'est pas dans le théâtre. C'est hallucinant. Je veux dire, les déclarations d'Aurélie Filippetti, elles sont juste scandaleuse. Parce que la réalité, elle est hélas plus complexe. Et c'est beaucoup plus compliqué de devoir l'affronter. Et que l'homme politique ou la femme politique soit dans la simplification, c'est scandaleux. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, vous avez dit quelque chose qui m'a pas mal chamboulé. Parce que je suis en train de vaciller peut-être sur mon opinion. Est-ce que vraiment ce spectacle était complètement... Attendez 2 secondes, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. C'est pas une vraie question. Je suis en train de réfléchir à voix haute. Ce spectacle est-il écrit de A à Z ou comme le spectacle de Guy Bedos, c'est quelqu'un qui se tisse au fur et à mesure de l'actualité, etc. Après tout, j'en sais rien. Ce qui me pose problème, vous avez parfaitement raison de dire un spectacle, c'est un geste politique, c'est un acte. Je passe mon temps à défendre des spectacles qui sont menacés d'interdiction et j'ai une crainte que peut-être vous allez partager avec moi. Cette notion de dignité humaine, elle est invoquée par tous les catholiques intégristes qui se plaignent des atteintes au dogme dans les spectacles de Rodrigo Garcia. Et vous avez vu les manifs énormes avec la protection de la police. Et moi, c'est la première fois que je vais au théâtre encadré par les flics. C'est quand même dingue comme impression. Hein. Donc, à qui on va refuser ou qu'est-ce qu'on va accepter comme prochaine demande? Vous dites quelque chose qui m'inquiète particulièrement. Vous dites que tout le monde est welcome. Mais je vous dis que là, vous dites que le Conseil d'État a prévu une protection par la dignité humaine de tout type de discrimination qui pourrait venir sur le tapis. Mais alors, on est mal barré. Dans ce cas précis, monsieur, continuez à faire du théâtre et dépêchez-vous de faire vos pièces, parce que ça va devenir de plus en plus compliqué de faire du théâtre. Attendez, vous êtes en train de dire... Non, attendez, Jean Bricmont qui demande la parole et Jean-François Kahn et Alain Jakubowicz qui la demande aussi depuis longtemps. Soyez concis tous et vous verrez, vous l'aurez tous. C'est difficile de répondre un peu à tout le monde parce que il est évident que je ne suis probablement d'accord en réalité avec personne ici. Donc oui, jusqu'à un certain point. Mais le problème, c'est que le problème, c'est comme vous l'avez dit, vous avez les catholiques que vous appelez intégristes. Mais
pourquoi les catholiques, vous avez le droit de les appeler intégristes. Vous les appelez intégristes, on a aussi le droit de les appeler des catholiques. Les catholiques qui se sentent vexés par les spectacles lourdement subventionnés, contrairement à ceux de Dieudonné, parce qu'ils sont tellement mal faits, tellement embêtants que personne n'irait les voir si ce n'était pas subventionné. Il faut les protéger avec la police. Et ici, pourquoi les spectacles alors ne protège-t-on pas justement les spectacles de Dieudonné? Quand je vois un membre du Conseil d'État, Arnaud Klarsfeld, qui dit qu'il va organiser des manifestations de façon à créer des troubles à l'ordre public qui ne se sont jamais produits dans les... Il y a eu des tas de spectacles de Dieudonné, les gens ne sont jamais sortis en disant on va les taper sur les juifs ou sur qui que ce soit. Il faut aussi voir les spectacles de Dieudonné, voir ce qu'il fait des musulmans, voir ce qu'il dit des catholiques, voir ce qu'il dit des Chinois, voir ce qu'il dit... Ah non! Ça c'est faux quand j'entends dire... Ah non! Mais c'est pas vrai! Quand il s'est moqué du 11 septembre. La religion sauve de la religion juive, car les juifs c'est juste un peuple, c'est jamais leur religion qui est attaquée, alors que les Arabes et toutes les autres c'est juste pour leur manière d'être, jamais les religions juives. Et les Noirs, attendez, je vais terminer. Moi, d'abord, je voudrais que les gens se rendent compte que la censure n'est pas gagnante dans l'histoire. En 1966, 2 ans avant mai 68, le pouvoir gaulliste a voulu interdire La Religieuse, qui était un film de Jacques Rivette basé sur un roman de Diderot. Ils sont arrivés à l'interdire et aujourd'hui, vous pouvez les voir, c'était parce que c'était des relations entre femmes dans les couvents. Laissez-moi terminer. C'était des relations entre les femmes dans des couvents où une femme était forcée d'être enfermée dans un couvent. Il y avait des relations plus ou moins amoureuses, plus ou moins sadiques, etc. Et maintenant, vous allez voir la vie d'Adèle et vous vous rendez compte que toutes les censures sont mortelles. Alors, évidemment, le problème auquel me font penser, me font penser les associations antiracistes et les associations de lutte contre l'antisémitisme me font penser aux curés de ma jeunesse. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les curés de ma jeunesse, en Belgique, mais aussi en Italie, en Espagne et partout? C'était ceci. Ils disaient « Oh, il y a de l'impiété, il y a de la sexualité débridée, les mœurs, etc. » Tout fout le camp. Et ils n'arrêtaient pas de crier là-dessus. Ils interdisaient les tas de spectacles. Lisez Pour l'Italie de Jean-François Revel. Ils faisaient la pluie et le beau temps. Ils considéraient les choses scandaleuses. Et de leur point de vue, c'était tout aussi scandaleux que les spectacles de Dieudonné, le sketch chez Fogiel, etc. Et c'était la même chose. Et ce faisant, ils n'ont fait qu'augmenter la réaction contre leur censure, qui fait que maintenant tout s'est effondré. L'Église catholique n'a plus rien à dire dans notre morale. Et un jour, les organisations antiracistes seront dans la même situation. Ils pourront hurler, racisme, etc. On leur dira, écoutez, on dit ce qu'on pense. Et il y aura moins de racisme et moins d'antisémitisme. De la même façon qu'aujourd'hui, il est très difficile de parler aux jeunes et de les convaincre d'être anticléricaux. Les jeunes ne sont plus anticléricaux. Pourquoi? Parce que l'Église ne cherche plus à régler notre vie. Et le racisme et l'antisémitisme diminuera le jour où on cessera de harceler les gens. Jean-François Kahn. Vous voulez que je laisse la parole à madame? Non, mais j'en ai pour une seconde. Alors, après, Monsieur fait comme si l'incitation... Monsieur fait comme si l'incitation à la haine raciale n'avait aucune conséquence. Donc il fait comme si... Ça. Les idées ont toujours des conséquences, mais il faut séparer les idées des actions. Comme s'il n'y avait pas d'actes antisémites en France. Mais il y en a, bien sûr. Comme si on ne mourrait pas parce que juif en France, avec Ilan Halimi c'est arrivé. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, on ne peut pas faire l'économie de ce lien entre la parole qui conduit aux actes. Les paroles, elles engagent, alors et vous devez ce sont des mots, Marx parce qu'il a mené au goulag. sont des mots qui tuent. Ce sont des mots qui tuent. Je suis désolée. Et c'est pour ça, pardon, 2 secondes. Pardon, et c'est pour ça. Terminé, Émilie Frèche. Mais les gens disent ça. Le BHL a dit ça. BHL a dit ça. BHL a dit le goulag est dans Marx et même dans Voltaire. C'est terminé. Le goulag dans les 10 000 pages du Capital. Eh bien, je dis que d'autres le disent. Mais non, moi je ne pense pas ça. Jamais rien lu. Et je suis étonné que vous vous prétendiez scientifique. Moi je dis ça. Je dis que BHL l'a dit. BHL l'a dit. Pas moi. C'est BHL votre philosophe. J'y arriverai pas. J'y arriverai. Non, mais je pense qu'il y a un glissement justement. Ça nous donne l'occasion, cette affaire, de partir de la question juridique pour aller sur une question morale et une question éthique qui est notre responsabilité à chacun. Et l'intitulé de votre émission, faut-il interdire Dieudonné? Moi, j'aimerais qu'on a... C'est la question que je Oui, c'est la question qu'on pose. Il a été... Bien sûr, mais il y a faut-il lui accorder une tribune? Faut-il accorder une tribune aux antisémites? Faut-il faire la place à des gens qui incitent à la haine raciale, qui dressent les communautés contre les autres et qui portent des mots qui amènent à une violence physique et à la mort? Vous posez une bonne question, mais il y a une tendance, excusez-moi, aussi bien
de mélanger deux choses. Il y a des choses vraies qui sont dites, mais qui n'ont aucun rapport. Je veux dire, le débat n'est pas faut-il lui donner la parole à la télé et à la radio, pas lui donner la parole à la télé. Le débat, c'est faut-il interdire, est-ce que c'est une bonne mesure? Il faut quand même serrer le débat là-dessus. Il a été dit quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Je ne vous dis pas que c'est la vérité ou que ce n'est pas la vérité, mais il faut absolument que vous y réfléchissiez. Absolument que vous y réfléchissiez. Qui est que il y a eu tous les représentants des religions ont fait une réunion pour soutenir le principe d'interdiction. Et ils ont dit, et nous espérons d'ailleurs, qu'il sera élargi et qu'enfin on comprendra que toute cette dérision qui se répand contre les faits religieux, quels qu'ils soient, devront être... Mais attendez, laissez terminer Jean-François Kahn. Mais attendez, laissez aller jusqu'au bout. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord qu'il ne faut pas laisser. Donc, ils ont dit que tout ce qui est la dérision sur les religions, j'espère que vous arrêterez ça. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, personnellement, hein, vous entendez bien, en tant que personne, je pense que rien n'est comparable à la Shoah. Que la Shoah est un massacre en soi épouvantable et que toute banalisation est scandaleuse. C'est mon avis. C'est une chose qui ne passe pas dans l'opinion, mais c'est mon avis. Cela étant, vous allez voir, si l'interdiction est maintenue et l'interdiction, que vous allez fleurir. Ceux qui en effet vont dire, c'est pas faux, qui vont dire comment vous avez un spectacle communiste, communisant, etc., malgré les millions de victimes, cette atteinte à la dignité humaine, là, il y a de l'homophobie, là, il y a de l'islamophobie, là, on fait l'éloge des Turcs, c'est génocidaire, là, on fait l'éloge des Turcs, etc. Et ça va être sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Or, en effet, on va le refuser. Or, en effet, ça vous dérange pour que vous... Or, en effet, on ne va pas leur donner raison et on aura raison de ne pas leur donner raison. Mais vous imaginez la pub que ça fera pour les autres? Alors, mais attendez, qui diront 2 poids 2 mesures, 2 poids 2 mesures. Vous n'êtes pas conscient du mal que fait dans la tête l'argument des 2 points et mesures. Si vous voulez pas voir une vérité en face, c'est votre problème. Mais regardez cette vérité en face quand même. C'est évident. On pose mal le problème parce qu'on ne fait pas les exceptions. Ce sont les uns et les autres. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Agnès Tricouart. Non, cessons les uns et les autres, si vous le voulez bien, les vérités péremptoires et les certitudes absolues. J'ai dit que je n'étais pas sûr. Je voudrais, si vous m'y simplement, faut se poser la autorisez, question. deux observations avant de répondre à cela. La première observation, je voudrais quand même rappeler que la LICRA, cette grande organisation que je préside, ça fait 12 ans que nous alertons, 12 ans que nous prêchons dans le désert, 12 ans que nous disons attention. Et aujourd'hui, effectivement, on semble découvrir le fil à couper le beurre. C'est effectivement, bien sûr qu'on en est satisfait qu'enfin on voit la vérité, mais c'est quand même un peu lassant. Deuxième observation, à propos de ce que vous nous avez montré. Je veux quand même saluer, effectivement, même si je ne suis pas d'accord avec eux, mais c'est vrai dire que j'ai été sensible à la modération des propos d'un certain nombre de spectateurs hier, et je crois que c'est un élément encourageant. Ces gens, je crois que nous avons la possibilité de leur parler et de leur faire comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Il y a une discussion démocratique, celle-là, elle doit avoir lieu, et c'est le rôle d'associations citoyennes comme la nôtre de mener ce travail pédagogique pour leur montrer que non, Dieudonné Mbala n'est plus un humoriste. Et je m'interdis, et je souhaiterais que tous ensemble nous soyons d'accord pour ne plus le qualifier d'humoriste tant qu'il sera ce qu'il est. Gageons qu'il puisse changer, et c'est le dernier point de mon observation. C'est pas une réponse aux questions qu'on pose. C'est le dernier point, s'il vous plaît. Je voudrais parler de la décision qui a été rendue par le Conseil d'État. Parce qu'on a fait un mauvais sort au Conseil d'État. D'abord, s'agissant de la forme. C'est vrai que nos concitoyens sont très surpris que la justice puisse être aussi rapide. C'est prévu par les textes. Le référé d'erreur existe en tout domaine. Et si effectivement la juridiction a statué si rapidement, c'est parce qu'il y avait urgence. C'est l'état positif du droit. Il n'y a eu aucune entorse au droit. Il n'y a eu que le respect de la loi, de la procédure et du droit. S'agissant du fond, il n'y a pas de révolution jurisprudentielle. C'est une erreur absolue. À une situation exceptionnelle, la jurisprudence a appliqué une décision exceptionnelle. Je voudrais rappeler qu'à juste titre, ce très haut magistrat de la plus haute juridiction administrative de notre pays, qui évidemment n'est pas suspect d'une quelconque partialité, ce juge a rappelé un certain nombre d'évidences. D'abord, qu'il est le juge de la liberté d'expression, de la liberté de réunion
et donc de la liberté de faire un spectacle. Pourquoi l'a-t-il interdit? Pourquoi l'a-t-il interdit? Il a également rappelé une autre obligation, qui est celle qu'on l'écoute religieusement. Hein. Pour l'autorité Lui, on l'écoute administrative. religieusement. Hein. Religieusement n'est pas le terme. S'il vous plaît, je voudrais terminer. Il a rappelé l'obligation légale pour l'autorité administrative de prendre des mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises. Quelle est la différence? Jusqu'à présent, 15 décisions ont été favorables à Dieudonné Mbala Mbala. 15 tribunaux administratifs avaient dit non, on n'interdit pas le spectacle. Ce n'était pas ce spectacle. Je voudrais vous parler de la décision qui a été rendue par le tribunal administratif de Montpellier sur une décision du maire de Perpignan. Qu'est-ce qui s'est passé? Le maire de Perpignan interdit, c'était l'autre spectacle, qui n'était pas intégralement antisémite. Il y avait des saillies antisémites, mais il n'était pas que antisémitisme. Et la question se posait de la fameuse chanson Shoah Nana. Et le juge a dit, attention, Shoah Nana, c'est un délit. Et qu'a fait Dieudonné Mbala Mbala? Il a pris l'engagement devant le juge de ne pas chanter Shoah Nana au cours de son spectacle du lendemain. Moyennant quoi, le tribunal administratif a dit alors très bien, vous ferez votre spectacle. Qu'a fait Dieudonné Mbala Mbala le lendemain? Il a chanté Shoah Nana. Et il a fait chanter Shoah Nana. Alors, nous sommes au cœur du sujet. Qu'a dit le Conseil d'État réformant... Non, je voudrais terminer, s'il vous plaît. Je termine, vraiment. Mais si on m'interrompt, je ne peux pas. Je voudrais simplement dire qu'a dit le tribunal, le Conseil d'État. Il a dit, il n'y a plus d'autres moyens. Le trouble à l'ordre public n'est pas à l'extérieur. Jusqu'à présent, on a dit il va y avoir des manifestations, etc. Et à juste titre, le tribunal administratif dit non, écoutez, vous n'allez pas vous provoquer les manifestations et puis venir dire parce que vous faites des manifestations, il faut interdire. Et ça, c'était bien jugé. Ce que dit désormais le Conseil d'État sur ce spectacle, et uniquement sur ce spectacle, il vient dire le spectacle, le trouble à l'ordre public est à l'intérieur. C'est le spectacle qui est intrinsèquement un trouble à l'ordre public. Alors, les choses sont simples. Ce n'est pas un humoriste, car il ne l'est plus, mais ce n'est même pas un homme qui a été interdit. C'est un meeting politique. Et je voudrais, les derniers mots, que Dieudonné Mbala se rende compte, finalement, on peut ne pas désespérer dans l'être humain, qu'il y a d'autres sujets pour faire rire ses concitoyens que les juifs. Et qu'à partir du moment où il va retrouver son génie humoristique tel qu'il l'a connu, eh bien évidemment, s'il change son spectacle, la jurisprudence ne s'appliquera pas à l'interdiction. Et à ce moment-là, évidemment, il pourra se produire comme tout humoriste. Ce qui est interdit, j'insiste sur ce point, ce n'est pas un humoriste, ce n'est pas un homme, c'est un spectacle qui est de A à Z un monceau d'antisémitisme et de délit. Voilà toute l'affaire. Et il n'y a donc pas de révolution jurisprudentielle. Sur le comique, je voudrais répondre sur le comique. Tout ce qu'on en dit. Sur le comique, je voudrais répondre. Ce que vous avez dit. Vous avez votre discours, vous déroulez votre discours, vous interrompez les autres, mais vous avez le droit de poursuivre votre discours. Mais tout ce qu'on a essayé bêtement, malheureusement, de dire, de vous faire réfléchir en vous disant des arguments, vous ne les écoutez pas, vous ne les entendez pas. Ce qui veut dire, c'est qu'est-ce que vous... Un débat, c'est s'entendre, c'est s'écouter. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent 2 poids 2 mesures, voilà. Mais attendez, je vais vous donner des exemples de 2 poids 2 mesures. Laissez-moi donner des exemples. À quoi? À l'antisémitisme, je vais vous répondre. Où y a-t-il 2 poids? Je vais vous répondre. Juste répondez très vite. Je dis pas qu'il y a. Vous voyez que vous n'avez pas entendu. Je dis ils vont le dire. Et le fait qu'ils vont le dire, même s'ils ont tort, ça va se retourner terriblement. Mais vous n'entendez pas. Ce qui n'est pas ce que vous dites vous n'entendez pas. Je suppose que si il entend M. Jakubowicz et devient raisonnable et se remet à jouer avec Elie Semoun, il pourra lui dire mais Cohen, les Boches, ils auraient dû terminer le travail en 1945, ce qu'il a dit quand il faisait Cohen et Bokassa, ça c'était acceptable. Alors je voudrais quand même poser quelques questions sur ce qui est humour. Là, vous venez de citer un extrait d'un sketch d'Elie Semoun et de... Oui, attendez, et ça c'est un sketch qui était considéré comme acceptable, où il se moquait. La preuve qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Voilà. Pas de tout le monde, mais c'était des juifs. Mais vous avez
prouver Attendez, que l'on peut rire des Juifs. Attendez, on peut je peux rire répondre, des Juifs. je peux Bien répondre. évidemment, comme Non, on à dit, sont condition- les premiers à rire d'eux-mêmes. Évidemment, l'humour on peut rire des mais- Juifs, mais pas d'en faire une Oui, mais- idéologie. oui, Pas mais- d'en faire une idéologie. Je vous interromps. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Voilà, Jean-Brice Mons, Est-ce que je peux citer Claude Sarraute, qui sur Europe 1 dit « Regardez, nous les Juifs, la Shoah, on l'a vendue partout, on est couverts d'argent, les Arméniens, ils ont juste la même chose, et tout ce qu'ils savent, c'est s'asseoir dans la rue. » Ils ont dit ça, elle a dit ça. Et Claude Sarraute, elle a dit ça. C'est la faute des Juifs et des motocyclistes, n'est-ce pas? Mais j'ai pas dit que c'était la faute des Juifs, je dis qu'elle l'a dit. C'est de la faute des Juifs et des motocyclistes. Mais j'ai pas dit ça, je n'ai rien dit sur les Juifs. Quoi, là? Mais elle a dit ça pour rigoler, elle a dit ça à une Arménienne, mais elle l'a dit. Assumez vos idées, elle en fait allez pas au un bout de meeting. votre pensée. Mais attendez, c'est elle en fait sur pas Europe un 1. meeting. Sur Europe 1. Clarifiez vos idées. Sur Europe 1. Si sur Europe 1 on peut dire cela, si ce n'est pas insulter d'abord le culte de la Shoah, parce qu'évidemment elle dit nous on s'est rempli couvert d'argent avec ça. Elle le dit. Attendez. Si j'ai bien compris, Jean-Brice Mons, vous êtes... Donnez-moi un autre exemple. Donnez-moi un autre exemple. Laissez-moi donner un autre exemple. La loi Guesso qui est Laissez-moi contre le négationnisme. Donc, mais je suis contre la loi Guesso. Je suis contre la loi Guesso. Mais je suis contre la loi Guesso. Il n'est pas le seul, il y a d'autres gens qui... Voilà, c'est pas... Mais écoutez, dans mon livre... Monsieur, on a marre de la Shoah, c'est ça? Mais j'en ai pas marre de la Shoah. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, j'en ai marre de la Shoah? Je constate qu'Hitler est mort. Je constate qu'Hitler est mort. Je défends les principes de la Révolution française. Robespierre a dit très clairement que la seule possibilité, c'est de laisser s'exprimer toutes les opinions contraires et que de mettre des limites. Ça, c'est autre chose. Bon, laissez-moi terminer avec des exemples. Non, Vous pas voulez trop d'autres d'exemples, exemples? Jean-Brice Mons. Si on ne peut pas donner d'exemple, prenez Gaspard Proust. Il fait un sketch où il dit parlez de la colonisation de la Palestine. Monsieur, c'est un humoriste, il a tous les droits. Mais vous faites rire. C'est un humoriste, il a tous les droits. Il se moque des Palestiniens. Laissez-moi terminer. Écoutez, je vous interromps tous. Aussi, on va faire un avancer humoriste ce aux yeux débat. de milliers et de milliers de gens. Je vous interromps tous. On va faire, Je suis désolé. on va faire avancer ce débat. J'ai un invité de dernière minute. Et comme il a été taxé de cerveau malade, je vais le recevoir à part. Et je reviendrai vers vous juste après. Marc-Édouard Nab, vous êtes écrivain. L'affaire Dieudonné, mais la galaxie Dieudonné, Soral, c'est votre sujet, puisque depuis 3 ans, on vient de l'apprendre, vous écrivez un livre qui devrait faire 1000 pages, qui doit sortir dans un mois, dans quelques semaines en tout cas, et dont vous venez de publier un extrait qui circule d'ores et déjà sur Internet. Et vous dites qu'en fait, sur ce sujet, l'actualité vous a rattrapé, pour ainsi dire. Sur ce sujet, le problème est plus grand, plus vaste qu'on ne le dit, et peut-être qu'on ne l'a dit sur ce plateau, vous me le direz. Pour vous, le vrai problème, c'est celui du conspirationnisme. Derrière Soral, Dieudonné, c'est le conspirationnisme. Bien sûr, et c'est là où justement ils ont réussi à détacher une partie d'un ensemble, d'un tout, parce que dans le conspirationnisme, il y a tout ça. Il y a l'antisémitisme, l'antisionisme, le révisionnisme, et c'est ce fléau aujourd'hui, le vrai fléau, c'est le conspirationnisme, c'est-à-dire cette transformation de la vision du monde, la fausser à la base, pour que les gens et les naïfs puissent s'y perdre et reconsidérer tous les événements de la réalité. C'est un travail néfaste, satanique, ils diraient eux-mêmes d'ailleurs, les complotistes, sur la vérité. Vous voyez ? Alors évidemment, on peut trouver quelques excuses parce que les médias en particulier ont tellement menti et plutôt ont atténué certaines choses et valorisé d'autres qu'il y a une soif de vérité. Alors c'est un peu comme des gens qui sont dans le désert, tout à coup ils trouvent un puits, alors ils se jettent sur le puits et ils boivent l'eau qui est empoisonnée. Le puits, c'est Internet. Les sources d'Internet sont le plus souvent empoisonnées pour arriver à bien comprendre un événement. Et c'est un des thèmes de mon livre et de mon obsession à moi contre l'obsession collective qui est ce conspirationnisme. Mais alors justement, le conspirationnisme, le complotisme, peu importe le nom qu'on lui donne, en quoi Soral et Dieudonné et Soral en sont parce que c'est un noyau. Il faut bien comprendre, ce qu'il y a, c'est que les personnes parlent d'eux de loin. Ils les voient à la télé, la plupart n'ont pas vu les spectacles de Dieudonné, la plupart se sont pas tapés, je les comprends, les sempiternelles vidéos du mois de ce crétin de Soral, donc ils peuvent pas voir à quel point le mal est là et depuis l'utilisation, l'exploitation. Il y a une exploitation de la Shoah, mais il y a aussi une exploitation du 11 septembre. Donc à partir du 11 septembre, ils ont créé une nouvelle génération de jeunes gens d'abord, puis ensuite de moins jeunes, qui pensent que, évidemment,
évidemment, c'est pas Al-Qaïda, et si c'est Al-Qaïda, c'est de toute façon la CIA. Après, c'est allé sur tous les autres sujets, comme par exemple Mohamed Merah était un flic de la DCRI et non pas du tout un terroriste islamiste, etc., etc. Vous voyez, donc on arrive à ce genre de transformation, et sous prétexte de la liberté d'expression qui doit être défendue en effet au-delà de tout, et de la provocation que Dieudonné, par sa force d'humoriste ou d'ex-humoriste produit, on ne voit pas qu'il y a dans les esprits une véritable transformation de la réalité qui, moi, me dérange en tant qu'artiste. Mais qui vous dérange, vous dites, dans l'extrait que vous avez publié, vous dites que c'est un combat philosophique et littéraire contre le complotisme, contre cette déformation de la réalité. Oui, et on devrait en rire. Quand Soral dit, par exemple, sur les attentats de Boston, que ce sont des acteurs amputés qu'on a mis sur la scène du crime, et que lorsque les secours arrivent avec des poches de sang, c'est en vérité des accessoiristes qui mettent du faux sang pour faire croire sur le trottoir qu'ils ont été explosés, c'est évidemment scandaleux pour tout le monde, mais ça passe très bien. Et avec ça, il fait passer toute une idéologie qu'il arrange, lui, dans son petit fantasme d'extrême droitiste d'aujourd'hui, vous voyez. Et il entraîne avec lui Dieudonné, et Dieudonné est un homme faible, car il faut le connaître comme personnage. C'est la faiblesse incarnée, la lâcheté totale en tant qu'être humain, et il s'est complètement laissé bouffer par Soral, ils se tiennent tous les deux par les couilles, et c'est une espèce de deal secret qu'ils ont entre eux, que je révèle d'ailleurs dans mon livre, et il a entraîné, parce que Soral a entraîné Dieudonné dans cet abîme, qui n'est pas l'abîme de l'antisémitisme simplement, bien sûr, qui est bien plus profond, qui est celui, évidemment, du conspirationnisme et de la transformation totale de tous les événements, jusqu'au moindre fait divers qui se passe. Mais pour vous, par exemple, il fallait interdire ce spectacle Non, surtout pas. Moi, je suis contre les interdictions, contre toute censure. Ça, c'est évident, c'est la première chose. Au contraire, il faut montrer à quel point Dieudonné a tout perdu. Mais il n'a pas tout perdu uniquement parce qu'il a abordé des sujets qui sont des sujets insupportables. Il a aussi tout perdu en tant que humoriste, et je voudrais qu'on voit son dernier spectacle, car il est très faible. Il est très faible pour cette raison-là. Parce que quand il fait, vous comprenez, il a fini par se prendre au sérieux, ce qui est vraiment le grand drame pour un humoriste. Quand il remet une quenelle d'or à Bachar al-Assad, entre deux quenelles d'or à un dessinateur merdique et un conférencier stupide, il remet une quenelle d'or pour l'ensemble de son œuvre à Bachar al-Assad sans rien connaître de la Syrie. Et donc il fait des quenelles devant les enfants de Oula qui sont égorgés sur des nattes, et comme ça en tout cynisme. C'est quelqu'un que, je lui en ai parlé beaucoup, on en a discuté tous les deux. On ne peut pas prendre parti sans avoir de conviction. Ou si on prend parti, il faut quand même avoir des convictions, même si des convictions horribles, même si on prend parti pour l'extrême et vraiment une politique horrible, au moins on a une conviction. Vous voyez, les collaborationnistes pendant la guerre, ils avaient des convictions. Tandis que lui, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est des rêves de petits blancs. Il veut un palais, faire construire un palais au Cameroun et exploiter les pauvres gens qui le croient. Parce que c'est là que je voudrais leur parler. Je voudrais leur dire, voilà, il va falloir vous réveiller, il va falloir vous révolter contre Dieudonné et son système. C'est ça le but de votre livre, 1000 pages, c'est pour démonter, vous voulez démonter toutes les thèses complotistes et révisionnistes qui sont en train de transformer la réalité au détriment d'escrocs qui font ça, et dont Dieudonné et Soral sont aujourd'hui les criminels de l'esprit, ce sont les propagandistes les plus importants en France, et c'est pour ça qu'il faut absolument les combattre. Pas forcément pour des questions que tout le monde brasse comme dans un délire, liberté d'expression d'un côté, antisémitisme de l'autre, vous voyez. Et ça me semble absolument capital aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourrait dire que le gouvernement, Manuel Valls, a gagné. Le spectacle est interdit. Et pourtant, d'après vous, en fait, tout se passe sur Internet maintenant. Mais non, pas seulement sur Internet, dans la réalité est devenue Internet aussi. Le trottoir, le parvis du Zénith de Nantes est aussi une plateforme Internet. Oui, donc ce qu'il faut leur dire, c'est que vous ne pouvez pas croire que Dieudonné est sincère quand il vous dit qu'il va faire une révolution par la quenelle. Alors pourquoi pas l'apocalypse par un pied de nez aussi, vous voyez, ça ne tient pas. On ne peut pas faire une révolution, on peut pas même faire une révolution dans l'humour si on n'a pas une pensée. Et lui n'a plus de pensée. Voilà. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça que la grande erreur, c'est qu'on croit que Valls a gagné et que Valls a le pouvoir. Non, Valls a l'autorité. Dieudonné, c'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Et en tant que justement de véritable artiste, chaque artiste, et lui devrait bien réfléchir à ça, doit attaquer le pouvoir. Et aujourd'hui, le pouvoir, c'est Dieudonné. C'est pour ça que moi, je le combats désormais sans pitié. Merci Marc-Édouard Nab. Je vous en prie. Un peu de discipline. Voilà.